Ok, on va commencer. Alors, donc, avant d'entamer donc le thème d'aujourd'hui, le thème 3, je ne sais pas si vous avez des questions. Il y en a qui m'ont déjà posé les questions donc, sur les thèmes précédents. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions aussi que vous avez sur les thèmes précédents. On va revenir après sur les questions donc, du thème 3. Donc, il y a deux questions qui m'ont été posées. Essentiellement, d'abord, concernant donc les calculs, je vous le montre. Donc, la question, c'est vraiment, par exemple, donc, quand on donne la formule de y égale a k exposant un tiers, l exposant deux tiers, okay, qu'est-ce que ça veut dire essentiellement? Bon, donc, ça veut dire que y, c'est le PIB ou bien la production totale. K, donc c'est le capital. A, c'est la productivité ou l'efficacité donc, des facteurs de production. Et L, c'est le nombre de travailleurs ou bien la population. Et demi représente donc la part du capital dans, ou bien la part des revenus du capital dans le PIB. Et deux tiers représentent la part des revenus du travail dans le PIB. Et ce que j'ai dit, c'est que ces coefficients vous seront toujours donnés à l'avance parce que ça dépend des pays. Aux États-Unis, au Canada, ces coefficients, excusez-moi, j'ai mis deux tiers au lieu de un tiers. Voilà. Aux États-Unis et au Canada, ces coefficients, c'est un tiers et puis deux tiers. C'est-à-dire que le capital occupe donc les profits, donc les revenus qui sont liés aux profits des entreprises sont à peu près 33% donc, du PIB et les salaires représentent à peu près 66% du PIB. C'est ce que ça veut dire. Donc, d'autres économies, par exemple, où par exemple les profits représentent 50% du PIB, les travail représentent 50% du PIB. Donc, vous allez voir, on va noter demi-demi. OK? Maintenant, euh, à partir de cela, quand on a eu à chercher à calculer le PIB par travailleur, le PIB par travailleur, ou bien le revenu, parce que Y étant le PIB, donc Y c'est la richesse totale. Si on divise la richesse totale par la population totale, ça donne aussi le revenu par tête. Okay? C'est Y sur L, c'est aussi le revenu par tête. Maintenant, le calcul en question qu'on fait, c'est vraiment en utilisant euh, le rappel mathématique. Maintenant, à chacun vraiment de se sentir à l'aise dans son calcul. Vous n'êtes pas obligé d'avoir suivi toutes les étapes que j'ai suivies, mais moi, j'avais besoin de le faire pour savoir que je ne me suis pas trompé de signe quelque part ou je ne me suis pas trompé d'exposant pour être rigoureux avec moi-même. Maintenant, si vous voyez ça clairement, OK, quelqu'un voit clairement que ben, le L 2 tiers, L ici, ben, les deux vont faire peut-être, il voit que ça va faire L un tiers, je ne sais pas, ou bien L moins un tiers. Vous voyez? Si vous voyez, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne voyez pas, n'allez pas au hasard. C'est-à-dire que quand vous flanquez la réponse sans en être certain, ben, vous risquez de perdre votre point. C'est juste ça. Parce que quand vous mémorisez quelque chose qui est dans un autre exercice et puis vous le flanquez quelque part dans un autre exercice, il se peut que vous vous trompiez totalement. Mais si vous comprenez ce que vous faites, vous n'êtes pas obligé de tout suivre le processus, nanani, nanana. Okay? L'essentiel, c'est de pouvoir écrire quelque chose qui est correct, de quitter cette étape et de pouvoir arriver au résultat final, okay, qui va vous donner quelque chose comme ça. Donc, le petit k étant le stock de capital par tête. OK? Donc, c'est ça la première question. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, le A représente quoi? Oui, le A représente l'efficacité L'efficacité. technologique ou bien OK. la productivité globale des facteurs. Parce que vous voyez bien, quand vous prenez le capital et le travail, vous mélangez les deux, le A vient comme donner un tonus. C'est-à-dire que plus le A est élevé, plus votre production va augmenter pour les mêmes facteurs. C'est-à-dire que quand vous prenez deux pays qui ont le même capital, donc je vais effacer ça, je vais arrêter mon bouillon. OK. Donc, j'ai Y égale à A fois K exposant un tiers, L exposant deux tiers. Donc, supposons qu'on a deux pays, Y1 qui a un A1 différent et le Y2 a un A2 qui est différent. Bien entendu, on suppose que les deux ont le même capital, le même travail et tout. On suppose qu'ils ont tout en commun, sauf que c'est les A qui diffèrent. Vous voyez bien que si A2 est plus grand que A1, automatiquement,
le Y2 va être plus grand que le Y1. Autrement dit, le pays 2 va être beaucoup plus productif ou alors sa richesse va être plus grande avec les mêmes unités d'intrants. C'est-à-dire que le même capital, le même travail, il arrive à faire beaucoup plus. Autrement dit, il est beaucoup plus efficace. Donc, c'est vraiment l'efficacité technologique ou alors la productivité des facteurs de production. C'est pour ça que on avait terminé la dernière fois en disant que voilà, je vais en même temps introduire en même temps donc ce qui va venir, mais avant de venir, je vais revenir encore à ça, mais je vais répondre d'abord à la question donc de Daniel, et puis je vais revenir à cela pour introduire en même temps donc le cours qui va venir. Merci beaucoup. Va venir. Donc la question de Daniel, c'était vraiment le calcul. Non, est-ce que vous voyez mon... Voilà, ok. Je pense que vous voyez maintenant. Donc, c'était ici. Quand on avait YW qui est la production mondiale et KW le stock de capital mondial, LW le nombre de travailleurs mondial. Et on note que la technologie au pays est la même que pour le monde. Autrement dit, la manière de mélanger ou bien de fabriquer les biens, c'est la même chose. Et écrivez la richesse relative de ce pays par rapport au monde entier en fonction de, c'est là que c'est intéressant, il dit en fonction donc du capital par travailleur relatif. Donc ça, il faut d'abord comprendre. Et le stock de capital, c'est grand K. Le stock de capital par travailleur, c'est petit k. OK? Il y a quelqu'un qui m'écrit. Bon, je ne peux pas lire. Donc, le stock de capital, c'est grand K. Okay? Il faut qu'on le comprenne bien. Le stock de capital par travailleur, c'est petit k. Et le stock de capital par travailleur relatif, c'est vraiment petit k par rapport au petit k du monde. Okay? C'est le petit k par rapport au petit k du monde. Donc, et de son efficacité relative. Donc, l'efficacité, c'est le A. Donc, quand on dit efficacité relative, c'est vraiment le A par rapport au A du monde. D'accord? Donc, je vais aller faire le calcul. Donc, on a le Y qui est A fois petit k exposant un tiers. On va le prendre comme ça. Et le Y du monde, c'est le A du monde fois petit k du monde exposant un tiers. OK? Maintenant, si on calcule Y divisé par YW, ça va faire A K exposant un tiers divisé par AW KW exposant un tiers. Alors, ça va faire A divisé par AW multiplié par K divisé par KW. Donc, le tout exposant un tiers. Donc, ça, c'est le K sur KW qui est en réalité le stock du capital par travailleur relatif. Donc, relatif, c'est-à-dire par rapport donc, au stock de capital par travailleur du monde. C'est ça. Et ça, c'est l'efficacité relative. Sauf que je disais la dernière fois que si on suppose que les deux pays ont la même technique de production, donc le AW est égal à A aussi. Donc, finalement, on va avoir A égal à AW. Du coup, ça va faire, ici, ça va donner 1. Donc, on aura finalement que K sur KW exposant un tiers. Je ne sais pas si c'est ce qui est dans le corrigé. Regardons voir. Ouais, donc c'est un peu ça. Bon, sauf que dans les 6, c'est 0,2, excusez-moi. C'est 0,2 au lieu de 1 tiers, quoi. C'est 0,3. OK? C'est 0,2, pardon. Donc, vous avez Y sur YW qui vous donne ça. Donc, finalement, ça donne K sur KW exposant vraiment le coefficient qui est sur le K. Donc, 0,2. Est-ce que c'est bon? Donc, tout est dans la question, en fait. C'est très nuancé. Oui. OK. Mais ce n'est pas le calcul qui me pose problème, c'est de savoir exactement. Quel type de calcul ou qu'est-ce qu'on cherche exactement? Exactement, c'est ça qu'il faut. Parce que là, il voulait. J'avoue que je pense qu'il y a confusion quand on précise encore cela. C'est-à-dire l'efficacité relative parce que
on a supposé déjà que ils ont les mêmes efficacités. Donc, l'efficacité relative, c'est 1. C'est-à-dire que dans le résultat final, on ne trouve pas vraiment l'efficacité relative. Donc, peut-être que c'est là que votre inquiétude est née. Mais la question, c'est d'écrire la richesse relative. Là, c'est clair. C'est vraiment le PIB du pays par rapport au PIB du monde. Mais normalement, ici aussi, on pouvait préciser la richesse par travailleur pour être clair vraiment dans la tête. Pour savoir que c'est le petit Y qu'on va prendre et non le grand Y. Je suis totalement d'accord. Dans les cas où ça arriverait comme ça, dans tous les cas, vous ne serez pas pénalisé. Moi, quand on sera connecté en live pour les examens. S'il y a un tel problème, le point vous sera accordé à tout le monde, quoi. OK? C'est parfait. C'est bon aussi. Bienvenue. Alors, donc, je vais retourner un peu donc, à la question qui m'a été posée dès le départ concernant donc concernant donc la fonction de production, OK, Y égale à A, S aux an. Donc, je vais mettre alpha, ne pas que vous pensiez que ce sera toujours un tiers. Je vais mettre alpha, LS aux an 1 moins alpha. OK. Alpha étant donc la part donc, des revenus liés au capital, ou bien la part des profits, et 1 moins alpha, la part des revenus liés au travail. Et on est arrivé à calculer, à montrer que le petit y est égal à A fois petit k exposant alpha. Et il y avait deux conclusions qu'on avait faites. C'est que si on veut que le y augmente, premièrement, donc A augmente, ou deuxièmement, le petit k augmente. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Si le petit k augmente, le y va augmenter. Si le grand A augmente, le y va augmenter. Donc, il y a deux sources potentielles de croissance parce que le y, c'est le PIB. Le y, c'est le PIB. Là, on est en train de rentrer dans le modèle de Solow. Okay? Le y, c'est le PIB, c'est la richesse du pays. Donc, on a vu que la richesse du pays peut s'exprimer en fonction donc, de deux variables qui sont la productivité ou l'efficacité technologique et le stock de capital par travailleur, excusez-moi. Et petit k qui est l'efficacité, petit k qui est le stock de capital par travailleur. Donc, quand le stock de capital par travailleur augmente, on peut avoir la croissance dans l'économie. Et quand l'efficacité augmente, on peut avoir aussi la croissance. Et c'est ce qu'on avait vu. On était arrivé à montrer que les pays qui sont beaucoup plus efficaces vont être beaucoup plus riches aussi parce on est arrivé à comparer la Suisse, le Japon et les États-Unis. On avait dit que le Japon et la Suisse sont deux pays qui avaient un stock de capital très élevé ou bien plus élevé que les États-Unis, mais la richesse des États-Unis dépasse donc la richesse donc, du Japon et de la Suisse simplement parce que les États-Unis sont beaucoup plus productifs. Okay? C'est-à-dire que l'efficacité technologique aux États-Unis est plus élevée que l'efficacité technologique au Japon et en Suisse. Donc, comparer juste le capital pour dire quel pays est plus riche ou pas ne suffit pas. Il faut aussi regarder l'efficacité technologique. Et aujourd'hui, on va montrer que, dans le fond, quand on veut qu'il y ait toujours donc, de la croissance dans l'économie continuellement, on ne peut pas se fier au capital. C'est la première leçon. Et la deuxième leçon est que c'est l'efficacité qui garantit une croissance à long terme. Le long terme veut dire vraiment indéfiniment. Okay? Donc, pour qu'il y ait de la croissance à long terme, il faut qu'il y ait de la croissance vraiment dans le A. C'est vraiment important. Et que la croissance dans le capital, à un moment donné, ne va pas nous garantir la croissance dans le PIB. À partir d'un moment donné, le capital va stagner. Donc, il y aura stagnation du capital. On va atteindre un état stationnaire. Et c'est ce que je vais vous présenter vraiment avant de passer aux séances d'exercice. Ça, je vais vous le présenter aujourd'hui. D'accord? Parfait. Alors donc, on va regarder l'épargne aujourd'hui. Donc, vous savez tous ce que c'est que l'épargne? L'épargne, c'est une partie du revenu qui n'est pas consommé. OK? Donc, la consommation et l'épargne donnent donc le revenu. Donc, quand vous gagnez votre revenu, vous consommez une partie et vous épargnez une partie.
Alors, et la question à laquelle on va répondre, exactement comme je vous l'ai dit précédemment, est-ce qu'on peut avoir donc la croissance indéfiniment dans l'économie ou à partir du fait que le capital va croître, puisque tantôt on avait dit que la croissance dépend soit de A ou soit de petit k. Maintenant, si on se prend d'abord, premièrement, le K, parce qu'on va prendre les deux cas possibles. Premièrement, on va prendre le K et on va voir ses limites. Après, on va prendre le A. Okay? Donc, vous voyez ici, le progrès technologique, c'est le deuxième point que je vais vous présenter, donc c'est le A. Et le premier point que je vais vous présenter, c'est l'épargne. L'épargne, en fait, c'est pour faire quoi? C'est pour accumuler du capital. Donc, l'épargne, c'est pour servir à l'investissement. D'accord? Alors, comment l'épargne affecte l'accumulation du capital? Donc, je sais que vous avez déjà vu ça. L'épargne nationale est une source de financement des investissements au pays. Okay? Donc, l'épargne nationale est utilisée par les firmes pour acheter les machines et équipements. Donc, plus le pays épargne, plus le capital s'accumule. Mais le capital s'use, ce qu'on appelle la dépréciation. Okay? Et les économistes disent qu'il se déprécie et donc doit être remplacé. Donc, plus il y a du capital, plus aussi il y a de la dépréciation. Je vais expliquer tout ça tantôt. Alors, donc ici, on va supposer dans notre économie que les ménages épargnent. Donc, c'est le modèle de Solow, d'accord? Les ménages épargnent vraiment une proportion constante donc, de leurs revenus. On suppose que bon, chacun consomme 80% de son revenu et puis épargne 20%. D'accord? On va le supposer comme ça. Donc, c'est constant. OK? Donc, si votre revenu qui est Y et que vous consommez une partie, ce qui reste sera l'épargne. Si vous épargnez pour chaque unité de revenu un taux petit s, alors le montant total de l'épargne sera petit s fois y. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça d'abord? L'épargne totale, c'est s fois y. C'est parfait. Alors, quand on a ça, bon, ça, il y a un exemple qui est donné, vous pouvez essayer de calculer ça. Quand on a ça, s fois y, vous savez que ça va être alloué à l'investissement. Mais cependant, le capital que vous aviez aussi, on a parlé de la dépréciation. C'est-à-dire que quand vous achetez une voiture, la voiture ne va pas vivre indéfiniment. Elle va se... À un moment donné, on appelle ça... il y en a qui sont en comptabilité ici. On appelle ça l'amortissement. Okay? Donc, c'est bien qu'ils sont investis. On commence à faire de l'amortissement sur ces biens parce qu'on sait qu'à un moment donné, la valeur donc, du bien va être zéro. Donc, on commence par une valeur initiale qui est petit k. On suppose que le capital dans l'économie, c'est petit k. Et il y a un taux de dépréciation qui peut être de 10% ou de 15% ou bien de 5%, mais qu'on note petit d. Le taux de dépréciation, le note petit d. Ce qui fait que la valeur totale de la dépréciation, ça va faire petit d fois petit k. OK? Alors, je vais aller pour vous présenter. Donc, regardez ça. Vous aviez un niveau de capital dans l'économie que je vais mettre sous forme d'escalier. OK. Je vais le nommer ça petit k. C'est ça que vous aviez. Et puis après, je vais supposer que vous épargnez. Parce que c'est le niveau de capital que vous aviez. Et puis, vous avez décidé d'épargner sur ce capital-là. Et donc, pour l'investir, donc le niveau de capital va augmenter. Je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre le bleu. Donc, je vais prendre donc l'épargne. Je vais le nommer petit s fois y. OK? Ça, c'est l'épargne totale. Et puis après, parce que, et là, ça veut dire que tout votre capital va devenir ça, mais sauf que le capital de l'année dernière, le petit k, va se déprécier d'une valeur. OK? Donc, je vais supposer qu'il y a une partie qui va être rouillée ou bien qui va être détruite. Je le nomme petit d fois k. OK? Alors, la question maintenant, c'est quelle serait la valeur de votre nouveau capital?
Vous voyez, ça a augmenté et puis il y a une destruction de cela. Donc, c'est comme si votre nouveau capital va être comme quelque chose de ce genre. Excusez-moi. Il va être quelque chose de ce genre. Je vais noter ça K' ou bien si c'est K à la date T, K à la date T plus 1 serait celui-là. Donc, je vais mettre K', le nouveau K. OK? Pourquoi? Parce qu'il y avait eu une épargne comme ça et puis il y a eu une dépréciation. Donc, il y a une partie du capital qui s'est détruite et puis il y a une autre augmentation. Donc, cette valeur va correspondre à la variation du capital. OK? Si vous voulez, je peux représenter encore ce graphique-là autrement pour que vous puissiez voir. Oui, s'il vous plaît, si vous pouvez le présenter. OK. Je vais mieux le présenter encore. C'est que vous avez premièrement un niveau de capital petit k. Ensuite, ce capital va augmenter. Je vais dire diminuer d'abord. Je vais parler de la dépréciation. Je vais supposer qu'elle va être rouillée. Elle va être rouillée. Donc, je ne vais pas dessiner comme ça. Je vais supposer qu'elle va être rouillée comme ça. Donc, cette partie, c'est la rouille qu'il a bouffée. Je vais mettre ça en pointillé, puisqu'on garde l'image. Donc, c'est ça la rouille. Donc, c'est D fois K. C'est la dépréciation. Et puis, elle sera compensée par l'épargne. L'épargne va monter encore le capital. Oups. Vous voyez, tout ce qui est en bleu, c'est l'épargne. Elle s'appelle S fois Y. OK? Donc, tout le bleu, donc d'ici jusque-là, c'est l'épargne. Cette zone-là, c'est la partie qui est rouillée donc, du niveau initial. Donc, vous voyez, il y a une différence entre ce nu, parce que vous voyez que votre nouveau stock de capital serait tout ceci. Vous êtes d'accord? Et la différence entre ça et celui-là, c'est vraiment, je vais le mettre à une autre couleur, c'est vraiment celui-là. C'est-à-dire que d'ici à là, c'est ça qui fait la différence entre l'ancien niveau. Est-ce que vous voyez tous? C'est d'ici à là. OK? En d'autres termes, cette partie. Vous voyez tous? Je ne sais pas si c'est pas clair, je peux. Est-ce que vous voyez tous que ce qui fait le surplus, donc de niveau petit k à ce nouveau pilier qu'on a, c'est ce superflu. OK? Alors, si c'est ça, alors cette quantité, c'est vraiment le bleu moins le rouge. C'est-à-dire que le vert, ça fait le bleu moins le rouge. OK? Ça, c'est graphiquement. Mais intuitivement, on peut aussi le voir dans le sens que, supposez que vous avez 1000 $ et puis vous perdez 100 $ là-dessus et puis vous achetez 300 $. Donc, quelle serait l'augmentation? Vous avez 1000 $ l'année dernière et puis vous perdez 100 $ là-dessus et puis vous venez ajouter 300 $. Bon, qu'est-ce qui va être votre nouveau... C'est 1200 que vous avez maintenant.
Maintenant, la question qu'on vous pose, quelle est la variation de votre richesse? Bon, vous pouvez faire 1200 moins 1000 pour trouver ça. Donc, vous faites tout ça, moins ça pour le trouver. Ou alors, ben, c'est 300 moins 100. C'est juste l'épargne moins la dépréciation. C'est juste ça. OK? Le 300 moins 100, c'est ça qui vous donne en fait la variation du capital. C'est parce que on a besoin vraiment que vous connaissiez cette formule-là. Parce qu'on va vous le demander. Et il faut que vous sachiez que la variation du capital correspond réellement à SY moins DK. Ne la connaissez pas en partie. Parce qu'on peut mettre plus ici, et puis si vous dites que c'est ça, c'est faux. C'est vraiment le moins. Et le moins n'est pas devant l'épargne. Donc, c'est vraiment l'épargne moins la dépréciation qui nous donne la variation du stock du capital. OK? Donc, ce que vous avez épargné moins ce qui a été détruit. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur ce niveau? C'est important. Vous pouvez définir le terme détruit dans ce cas-ci? Détruit. Posez-moi la question. Parce que vous avez dit que la variation, c'est l'épargne moins ce qui a été détruit. Oui. Quand vous dites détruit, est-ce que vous pouvez définir le terme détruit? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez dire comme qui a été utilisé? Déprécié. Oui. OK. C'est la dépréciation. C'est juste que, bon, on peut voir ça comme l'utilisation, effectivement, parce que c'est au travers de l'utilisation que ça se déprécie, mais c'est vraiment la dépréciation. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. OK. Donc, finalement, il y a le capital qui est créé par l'épargne. Bon, je ne vais pas. Bon. Donc, le capital qui est créé par l'épargne, c'est S fois Y. Et le capital qui est déprécié, qui est vraiment D fois K. OK? Donc, D fois K, c'est le capital qui est déprécié. Et le S fois Y, c'est le capital qui est créé. Et j'espère vraiment que vous voyez. Ce n'est pas S fois K. Il faut faire attention. L'épargne n'est pas sur le capital. On épargne sur le revenu. Okay? Donc, c'est votre revenu que vous épargnez. C'est pour ça que c'est S fois Y. Et ce n'est pas le revenu qui se déprécie, mais c'est plutôt le capital qui se déprécie. C'est pour ça que c'est D fois K. Parce qu'il y en a qui mélangent parfois en faisant S fois K. Okay? Mais c'est S fois Y. Parce que c'est le revenu qu'on épargne. Et ça qui fait l'épargne totale. Et c'est le capital qui se déprécie. Donc, ce qui fait que ça fait le capital total qui a été déprécié ou détruit. Donc, ce qui fait qu'on a cette variation-là comme étant la variation donc, du stock de capital. OK? Et puis, on va voir plus loin qu'à un moment donné, cette variation va donner 0. OK? Il ne va plus avoir vraiment de variation de capital dans l'économie. Et c'est ici que ça donne cela. Donc, je vais vous présenter le graphique en vous l'expliquant aussi. Alors, si vous avez suivi les capsules, bien entendu que vous avez dû voir que, en fait, il y a la courbe de production qui vous a été présentée et la courbe de production Y, la courbe de production Y, donc je vais le nommer comme ça, ok, en fonction donc du petit k, et ça c'est 0. Et ça, c'est la richesse, d'accord? C'est une courbe de production qui est concave, d'accord? Et vu que l'épargne, en fait, c'est une partie du revenu, donc l'épargne ne peut pas être plus élevée que la production, on est d'accord? Et quand vous voyez l'épargne totale, ça fait petit s fois y. Du coup, l'épargne, c'est comme petit s fois ce y. Donc, l'épargne va être parallèle vraiment, ce sera comme une courbe qui suit la même forme que la courbe donc du revenu, d'accord? Mais elle sera juste en bas, vraiment donc de Y, ok? Et puis, la courbe de la dépréciation, comme on l'a dit, elle s'écrit comme étant un coefficient petit d fois k. OK? Ça, c'est l'axe des abscisses qui est petit k. Si vous multipliez ça par peut-être 0,1 ou bien 0,2, mais vous voyez que ça fait une droite.
l'équation d'une droite, c'est vraiment ça. Hein? C'est-à-dire que vous la tracez comme ça. Oups. OK. OK. Et vous voyez que quelque part, bon, ça, je vais la noter D fois K. Alors, ce qui se passe, c'est que les deux se coupent en ce point. C'est quoi ce point? C'est ça qui est très important. On appelle ça K étoile. Alors, c'est quoi ce point? Ce point correspond au fait que la dépréciation est égale à l'épargne. OK? Alors, d'après vous, quand la dépréciation est égale à l'épargne, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça ne bouge plus. Exactement. Parce que là, vous perdez quelque chose et vous remplacez cela par la même quantité. C'est-à-dire que l'échelle que j'avais dessinée tantôt, comme ça, vous perdez cette proportion, c'est ça qui est perdu, et puis vous la comblez, vous épargnez encore cette même proportion. OK? Vous perdez ça, ça descend, et puis vous la complétez encore par cette même proportion. Ce qui fait que le capital va être constant. Donc, à ce point, on arrive au fait que le niveau du capital ne bouge pas. Et puis, vu qu'on est arrivé à ce point et que le niveau de capital n'a pas bougé, l'année prochaine également, comme le niveau de capital était ici, on sait que ce qui va se passer avec le revenu, l'épargne va être exactement encore ça, parce que le revenu va être finalement celui-ci. Il ne va pas bouger et l'épargne aussi ne va pas bouger. La dépréciation aussi va être pareille. Du coup, on va se retrouver encore dans un état où l'épargne égale encore à la dépréciation. Du coup, finalement, c'est comme on entre vraiment dans un état stationnaire où le capital ne bouge plus, l'épargne ne bouge plus, le PIB ne bouge plus. Donc, c'est vraiment un état stationnaire où on n'a plus de croissance. Parce que quand vous voyez ça, la courbe est croissante. Elle est croissante parce que le PIB augmente. Ici, l'épargne aussi est croissante. La dépréciation aussi augmente tant que le capital augmente. Mais arrivé à un moment donné, le capital et la dépréciation sont comme identiques et on entre dans un état stationnaire. Et l'économie ne bouge plus ou bien on ne parle plus vraiment de la croissance. La croissance vraiment est presque nulle dans cette économie-là. Est-ce que tout le monde voit un peu? Oui, Alexis? J'ai une question. Je me demandais, est-ce que pour une économie, l'état stationnaire, c'est l'objectif ou il veut toujours rester à gauche du point stationnaire? Ou sinon, est-ce qu'il veut se rendre à l'état stationnaire puis par la suite compenser avec un progrès technologique pour continuer sa croissance? Oui, je sais que vous comprenez un peu ça, ouais, d'après votre question, mais l'objectif, dans le fond, l'état stationnaire peut être vu vraiment comme le long terme. C'est-à-dire que si nous sommes aujourd'hui en 2021, on peut voir l'état stationnaire comme 2050, ou bien on essaie de dire, OK, voilà ce qui va arriver, mais on n'est pas encore arrivé. Okay? Soit on est quelque part à gauche, soit on est quelque part à droite, okay? Mais on va arriver dans cet état-là. Donc, on essaie de planifier donc, les politiques pour voir ce qu'on peut faire pour pouvoir ne pas tomber dans cet état, ou alors pour pouvoir tomber dans cet état si c'est avantageux. Okay? Parce qu'on voit quand même que l'état stationnaire, c'est là où le revenu est le plus élevé pour une économie. Forcément. Ici, par exemple, c'est plus élevé. Donc, je me demande, est-ce que c'est une position avantageuse ou plus ou moins? Bon. C'est juste que j'ai du mal à bien cerner la question parce que je ne sais pas si avantageux. Bon, qu'est-ce que vous voulez d'abord dire par avantageux?
Ben, je me demande, est-ce que l'économie veut arriver à ce point-là volontairement, puisque le revenu est le plus élevé, ou bien il préfère rester à gauche du point stationnaire où il y a encore une croissance? Ok, je vois un peu votre préoccupation. Ok, je vais expliquer quelque chose. Ok. Vous voyez, à gauche ne veut pas forcément dire que c'est dans le temps. C'est juste le niveau du capital. C'est-à-dire qu'un pays peut commencer ici. Parce que son niveau de capital dépasse le niveau du capital à l'état stationnaire. Supposez que cette valeur, peut-être, c'est $500. OK? Supposez que c'est $500. Alors, un pays, alors nous sommes en train de parler, peut-être que, on suppose que, OK, on regarde l'économie aujourd'hui, il est peut-être à $1 200. Il y a des pays qui sont à $300. Donc, le pays qui est à $300, bien entendu, d'après ce que vous voyez effectivement votre analyse, Alexis, c'est qu'il va croître, et puis arriver à $500 et puis ça va se stationner. Mais le pays qui commence à $700, ben là, vous voyez que lui, attendez, je vois, $700, l'épargne serait ça, la dépréciation serait tellement plus grande, et puis là, ça va décroître pour venir vraiment à ce point. Donc, il y aura comme une décroissance donc, du PIB. Si ce pays-là veut se fier à juste son niveau donc, du capital. Donc, pour venir à la question, est-ce que le point stationnaire est toujours l'objectif? Non, parce qu'un pays qui commence à droite, si il doit venir à ce point stationnaire, c'est comme si le PIB doit décroître pour qu'il puisse atteindre ce point. Okay? Mais un pays qui commence à gauche, ben, il va croître simplement. Okay? Si on reste tel que tout est, sans tenir compte donc de l'efficacité, on voit juste que non, c'est le capital qui augmente le PIB. Bon, il va converger vers cet état-là. Est-ce que c'est OK. Mais oui, vous répondez un peu à ma question. Dans le fond, peu importe si l'épargne est supérieure à K' ou inférieure, ça va converger vers le point stationnaire. OK. Exactement. Peu importe. Exactement. Donc, je profite en même temps pour vous expliquer le point suivant, avant de retourner sur le diapo. C'est que si on est à gauche, si les pays qui ont un niveau de capital, donc si vous comprenez bien ce graphique, c'est que vous allez pouvoir répondre à beaucoup de questions. Donc, je le dis, si un pays qui se trouve à gauche, un K0, ce qui va se passer, c'est que on voit que l'épargne est au-dessus de la dépréciation. Donc, l'épargne est plus élevée que la dépréciation. Donc, c'est clair que le stock de capital va augmenter, donc le PIB va augmenter. Donc, il va avoir donc de la croissance. Il va avoir de la croissance, comment je vais dire, pour venir là. Mais un pays qui commence ici, un K0, vous voyez que la dépréciation est au-dessus de l'épargne. Donc, le capital se déprécie plus même qu'en épargne. Ce qui fait que finalement, le niveau de capital diminue. Et ça converge vers K étoile. OK? Et je pense que ça va se retrouver sur les diapos suivants. Fait que dans le fond, il faut qu'un pays se situe le plus à gauche possible. Plus qu'un pays se trouve à la gauche, plus qu'un pays est riche, en fait, que son PIB est élevé. Non. Son taux de croissance est élevé. Son taux de croissance, oui. OK. Ouais. Mais vous voyez bien, c'est que ce qui se passe, c'est que quand on est à gauche, je vais retourner d'abord là-bas. Quand on est à gauche, c'est qu'on fait partie des pays qui sont les moins riches. Et vous voyez que le niveau de PIB ici est plus petit que le niveau de PIB ici. Quoique le taux de croissance est négatif, mais il n'est pas plus riche, quoi. C'est-à-dire que, comment je veux dire, les pays en développement aujourd'hui sont les pays qui ont plus de taux de croissance, quoique ils ne sont pas les plus riches. Qu'est-ce que je veux dire? Prenez un pays qui a un revenu par tête donc de $500 par habitant et un autre pays qui a $2,000 par habitant. Et il arrive à quitter $500 pour arriver à $1,000 par habitant. Okay? Et celui-ci, ben, de $2,000, il arrive à $1,900 par habitant.
OK? Alors, le taux de croissance de ce pays-ci est comme quoi? 100%. OK? C'est quand même énorme, j'ai exagéré. OK? Il a un taux de croissance de 100%, ce n'est pas 5%, 10%, mais 100%. Alors que celui-ci, il a un taux de croissance donc de moins, quoi? Moins 5%. Oui. Voilà. Donc, celui-ci a un taux de croissance de moins 5%, mais celui-ci demeure toujours plus riche que celui-ci. Okay? C'est vraiment l'idée. L'avantage n'est pas de se retrouver à gauche. Quand on est à gauche, c'est clair qu'on va croître, mais ça ne veut pas dire qu'on est plus riche. C'est ça le danger. Okay. C'est le niveau de croissance. Oui, exactement. C'est le taux de croissance. Il faut juste vraiment être dans l'optique de taux de croissance. Donc, le taux de croissance augmente, mais on demeure toujours moins riche que celui qui est à droite de cela. OK? Et ça, c'est dans l'optique, c'est une analyse quand on suppose que la croissance vient uniquement que du stock de capital. Parce qu'on va voir que même dans les pays avancés comme le Canada, les États-Unis, le taux de croissance n'est pas négatif. Parce que même s'ils sont à droite, donc de ce niveau de capital, c'est pas toujours vrai parce qu'il y a d'autres facteurs en fait qui expliquent la croissance aussi, qui sont l'efficacité, qu'on n'intègre pas vraiment dans ce modèle qui est le modèle de Solow. Okay? Comme on avait dit dès le départ, un modèle n'est pas la réalité. Donc, c'est dans un contexte uniquement. Donc, il considère juste quelques éléments, il fait l'analyse et quelqu'un d'autre va venir améliorer cela en intégrant maintenant l'efficacité technologique. Voilà, donc ici, vous voyez, à gauche, on voit que l'épargne est plus grande que la dépréciation. Donc, le rouge est au-dessus du vert. Et à droite, on voit que l'épargne est plus petite que la dépréciation. Donc, voilà. Et ça va entraîner ça. Donc, le niveau donc, du stock de capital augmente et le niveau du stock de capital diminue ici. OK? Je pense qu'ils ont fait une erreur. C'est diminue. Enfin, la flèche doit aller vers la gauche. Moi, ce que... Bon, OK, c'est ici. Bon, peut-être que cette flèche, c'est autre chose. OK, donc le capital diminue ici, le capital augmente ici. Donc, le PIB augmente ici, le PIB diminue. OK? Voilà. Donc, cette conclusion, elle est importante. Retenez ça pour de vrai. L'épargne n'est pas un moteur de croissance à long terme dans le modèle de Solow. Donc, c'est important dans le modèle de Solow. Dans le modèle de Solow, l'épargne n'est pas un moteur de croissance à long terme, mais à court terme, l'épargne peut. Okay? À court terme, quand on épargne beaucoup plus que la dépréciation, le PIB va augmenter. Donc, l'épargne est un moteur de croissance à court terme, mais l'épargne n'est pas un moteur de croissance à long terme parce qu'à long terme, on va finir toujours par tomber dans ce trou qui est l'état stationnaire où rien n'évolue, on épargne, mais c'est consommé par la dépréciation, on épargne, c'est consommé par la dépréciation, on n'arrive à rien faire, on demeure dans cet état stationnaire, dans le modèle de Solow. Okay? Donc, l'épargne n'est pas le moteur de la croissance, c'est vraiment important. Ça va. J'ai une question pour vous. Oui. Fait que dans le fond, à l'examen, le style des questions par rapport à l'épargne, est-ce que dans le fond, ça pourrait être expliquer pourquoi l'épargne n'est pas un moteur de croissance à long terme dans le modèle de Solow, ou ça peut toujours démontrer, d'après vos calculs, pourquoi ce ne serait pas un moteur de croissance? Ben, les deux. Les deux. OK, parfait. Bon, la démonstration, c'est juste quoi? Parce que arrivé à un moment donné, le S fois Y égale à D fois K, l'épargne égale à dépréciation. C'est ça aussi la démonstration. OK, ouais. Et puis, la première question, c'est pourquoi l'épargne n'est pas un moteur? Ben, parce qu'à un moment donné, l'épargne serait égale à dépréciation. Donc, c'est toujours la même chose, quoi. C'est la même chose, OK. Donc, c'est vraiment important de juste comprendre. Comprendre vraiment que c'est ça. Et puis, arriver à donner une idée à la formule de l'épargne qui est S fois Y et donner une idée à la formule donc, de la dépréciation qui est D fois K. Et le tour est joué. OK. Merci. Bienvenue. Bon, je n'ai pas besoin de lire tout ça et je sais que vous l'avez déjà vu, donc je ne vais pas tarder
à lire encore tout ça pour vous. Donc, je vais tomber sur le deuxième point, qui est le progrès technologique, qui est une deuxième source. Oui, Alexis. Avant que vous entamiez le progrès technologique, je me demandais, est-ce que les questions à l'examen, ça va être des questions à réponse courte ou des questions choix multiples? Oui, c'est ça. Avec la ligne, souvent, c'est à choix multiple. OK, parfait, merci. Oui, souvent. Mais il y a des questions, les questions sont telles que vous êtes obligé parfois de calculer avant de pouvoir répondre, puisque sur Moodle, on ne peut pas écrire, vous ne pouvez que choisir. Donc, c'est fait que vous êtes obligé de vous-même de savoir ce que c'est. Parfait. Regardez. Et donc, on va aborder maintenant donc, la deuxième source donc, de croissance. Donc, vu comme on l'a déjà vu précédemment, le Y est égal à K, est égal à A fois petit k exposant 1/3. Donc, là, il y a deux sources donc, de progrès dans l'économie. Quand je parle de progrès, donc croissance dans le PIB, il y a le progrès technologique, donc la croissance qui est liée à A, et le stock, l'augmentation donc du stock de capital, donc qui dépend donc de l'épargne. On a vu que l'épargne peut effectivement entraîner une croissance du PIB, mais pour juste un peu de temps, mais pas pour toujours. Donc, dans le long terme, l'épargne va finalement être envahie par la dépréciation et ne pourra plus vraiment donner un tonus à l'économie, elle ne pourra plus vraiment relever vraiment la tête donc, de l'économie. Et là, on va regarder maintenant donc, quelle est la force donc, de l'efficacité technologique. OK. Alors, qu'en est-il donc de A? Oui, une économie peut croître en augmentant la productivité du processus de production. Donc, quand A augmente, on parle de progrès technologique. Donc, A, c'est l'efficacité technologique, mais l'augmentation de A renvoie au progrès technologique. Okay? Donc, on peut toutefois se retrouver dans une trappe où l'épargne n'arrive plus à relever sa tête parce qu'elle est étouffée par la dépréciation. Mais si on arrive à avoir un progrès technologique, c'est-à-dire la révolution industrielle des années du 19e siècle est venue comme pour booster les processus de production. Donc, même avec le même niveau de capital, on arrive à produire plus. Il peut y avoir toujours donc de la croissance, même avec le même niveau donc, du capital. OK? Et dans le modèle de Solow, le progrès technologique est exogène. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire exogène? Ça veut dire simplement que il n'est pas déterminé dans le modèle. C'est-à-dire qu'on suppose constant vraiment dans le modèle. Il est déterminé à l'extérieur du modèle. Donc, un exemple de quelque chose qui est exogène, c'est vraiment la météo pour un fermier. Il ne décide pas vraiment de quelle météo il doit faire pour pouvoir faire son travail. Il ne peut pas décider vraiment sur la quantité de pluie ou le beau temps. Il ne peut pas décider cela. Mais par contre, l'engrais que ce fermier utilise, c'est lui-même qui décide de la quantité d'engrais. S'il veut augmenter peut-être la productivité de ses plants, il peut augmenter la quantité d'engrais ou alors il doit peut-être diminuer. Donc, il peut décider de la quantité d'engrais qu'il doit utiliser et tout. Ce qui fait que l'engrais est endogène. Mais par rapport au modèle de Solow, le A est exogène. On ne sait pas d'où il vient, on sait juste que le A est donné par ça. Et puis on avance. Maintenant, si le niveau d'épargne est égal à la dépréciation, c'est qu'on est arrivé quelque part où on ne peut plus bouger, okay, c'est fini. Mais si le A était endogène, c'est-à-dire que l'économie peut décider d'augmenter la valeur de A, dans ce cas, vous voyez que ça change toute la donne. Si on arrive dans un état où le capital ne peut plus, l'épargne ne peut plus nous faire avancer, ben on va se faire avancer par le A, on va essayer de booster le A. Et je vais en revenir tantôt. Alors, considérer que le progrès technologique est exogène a des implications fortes, qui sont lesquelles? C'est que les politiques économiques sont inutiles, car la croissance ne sera pas touchée par ces politiques. De nouvelles théories, maintenant, suggèrent cependant que le progrès technologique est endogène. Okay? Et nous les étudierons dans le prochain thème. Donc, on va étudier vraiment ça, les théories donc vraiment de la recherche et développement. Bon, moi, je travaille essentiellement vraiment sur les innovations technologiques, l'adoption technologique et j'essaie de travailler cela en relation avec donc les actifs risqués, donc les actions et les obligations
comment est-ce que la probabilité d'innovation peut être affectée par donc, les portefeuilles ou bien les décisions des agents à investir dans des actifs risqués. Okay? Donc, il y a de nouvelles théories qui sont données. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a des fonds de recherche du Québec où on subventionne vraiment la recherche et le développement parce qu'on sait que quand il y a une innovation dans quelque chose, ça va venir augmenter la productivité. Supposez par exemple que avant, le taux de mortalité était peut-être de, je sais pas, 5% et qu'arrivé à un moment donné, on trouve le vaccin contre certaines maladies et on peut se vacciner. Les gens vivent plus longtemps et même si on suppose que le stock de capital est constant, on a quand même des gens qui sont beaucoup plus forts, les gens sont moins malades, sont plus travailleurs. Donc, le PIB peut augmenter simplement parce que la technologie a augmenté, on est beaucoup plus en santé. Et le PIB peut augmenter parce que on a quitté l'étape où on travaillait le champ avec des coupes-coupes et des dabas, mais on utilise maintenant des tracteurs. OK? On utilise maintenant des tracteurs qui rendent vraiment la production beaucoup plus excellente. OK? Et dans ces modèles, maintenant, on va introduire le fait qu'on peut avoir un pouvoir décisionnel sur la valeur de A. Donc, le gouvernement peut décider donc d'investir beaucoup, de mener des politiques qui vont faire augmenter le A. Donc, ils vont investir vraiment dans la recherche et le développement, ce qui n'est pas le cas dans le modèle de Solo. Donc, je le répète encore, c'est vraiment dans le modèle de Solo où le A est considéré comme exogène, où en fait l'épargne ne peut pas être le moteur de croissance à long terme, mais il peut l'être à court terme. Donc, bon, pour ce qui concerne donc les preuves des faits, vous pouvez les lire aussi pour voir effectivement comment dans ces pays, c'est vraiment des données, ce n'est pas quelque chose donc de théorie qui nécessite vraiment que je vous le présente, que vous puissiez vraiment comprendre. Donc, en ce qui concerne le progrès technologique, c'est ce qu'on va voir vraiment le lundi prochain. Ça, on essaie de rentrer vraiment dans la boîte noire du progrès technologique et de l'analyser pour voir comment est-ce qu'il peut évoluer et tout le reste. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Des questions sur ce que j'ai présenté, des questions sur les capsules que vous avez déjà regardées, les choses que vous n'avez pas bien comprises, que vous aimeriez qu'on regarde avant qu'on passe à la pause et puis on va revenir sur les exercices après. OK. Il n'y a pas de questions. Donc, on va prendre une pause. Il est 27. On va commencer à 35, 10h35. OK. En espérant qu'on va pouvoir finir un peu. D'accord? Donc, d'accord. Bon retour. J'espère que tout le monde est là. C'est parfait. Est-ce que vous êtes déjà revenu? Parce qu'il ne faut pas que je parle. Oui, okay. on est là. C'est parfait. Donc, on va regarder maintenant. Oui. On va regarder. Merci. On va regarder maintenant donc les exercices. Ils ne sont pas trop difficiles. Donc, bon, il y a un même qui intègre donc le thème introduction, donc l'exercice 1, qui nous ramène encore pour rafraîchir notre mémoire. Donc, on demande le PIB. Le PIB est de 200 en 1950 et de 1000 en 2000. Donc, il y a deux questions qui sont posées. C'est de calculer le taux de croissance du PIB entre 1950 et 2000. Donc là, vous voyez, c'est entre deux dates, 1950 et 2000. Il n'est pas question ici vraiment de calculer le taux de croissance annuel moyen. Donc, entre deux dates, donc de 200 à 1000 $, quel a été le taux de croissance? Il faut juste faire 1000 $ divisé par 200 moins 1. Donc, ça fait 400%. OK? Maintenant, pour faire le taux de croissance annuel moyen, c'est là qu'il faut faire 1000 $ divisé par 200. Le tout est souvent 1 sur
combien d'années? 50 ans. Donc, 1000 divisé par 200, le tout exposant 1 sur 50, ou bien racine 50e, donc de 1000 divisé par 200 moins 1. OK? Et là, ça vous donne vraiment le taux de croissance annuel moyen. Donc, ce n'est qu'un petit rappel vraiment du thème introductif, le thème 1. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? OK. Alors, la deuxième question qui est liée un peu à une partie que je n'ai pas abordée dans le rappel ici, mais qui est importante. Je suppose que ce n'est pas difficile à comprendre, donc je ne l'avais pas abordé. C'est vraiment concernant donc la fonction de production Cobb-Douglas, qui est une fonction de production à rendement d'échelle constant et qui est une fonction de production, comment je vais dire, productivité décroissante. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de rendement d'échelle, c'est que vous augmentez les facteurs de production dans les mêmes proportions et puis vous essayez de regarder comment est-ce que la production va augmenter. OK? Vous augmentez les facteurs de production et puis vous essayez de voir comment est-ce que la production va augmenter. Attendez, je vais expliquer un peu pendant qu'on y est. Et on a la fonction de production Y qui est A fois K, donc je vais mettre un tiers, L du tiers. Ce qui se passe, c'est que sans considérer cette fonction, je vais d'abord vous introduire la fonction donc, de rendement d'échelle. Quand on parle de rendement d'échelle, voilà, je pense qu'il y a une manière intuitive de comprendre cela, c'est comme une entreprise qui se duplique. Desjardins qui crée une filiale, voilà, supposez que Desjardins était basé à Montréal et qui crée une filiale à Québec, donc c'est duplique en fait. Donc, il y a une duplication en termes de nombre de travailleurs, en termes donc de quantité de stock de capital aussi. Et donc, vous voyez, la question qu'on se pose, est-ce que le revenu va augmenter ou va être doublé aussi, ou bien va plus que doubler, ou bien va moins que doubler? C'est ça la question. Donc, si on augmente les facteurs de production dans les mêmes proportions et que le revenu aussi augmente dans les mêmes proportions, on parle donc de facteurs de production à rendement d'échelle constant. C'est parce qu'on a augmenté, on a doublé le capital, on a doublé le travail et effectivement, le résultat qu'on a, c'est que la production aussi a doublé. C'est ça, rendement d'échelle constant. Et les fonctions de production Cobb-Douglas vérifient ces propriétés-là, rendement d'échelle constant. Okay? Maintenant, il y a les fonctions de production à rendement d'échelle croissant. C'est-à-dire que quand vous doublez le facteur de production, la production fait plus que doubler. Okay? Ça fait plus que doubler. On appelle ça les fonctions de production à rendement d'échelle croissant. Il y a d'autres fonctions de production à rendement d'échelle décroissant. C'est-à-dire que vous pouvez doubler l'entreprise, mais les coûts, certaines choses font en sorte que peut-être les taxes font en sorte que votre production fait moins. C'est-à-dire que vous n'arrivez même pas à doubler, OK? C'est-à-dire que vous doublez vos facteurs de production, mais la production ne double pas. Elle fait moins que doubler, OK? Donc, ce sont ces trois types donc, de fonctions de production qu'on a. Les fonctions de production à rendement d'échelle constant, les fonctions d'échelle à rendement d'échelle croissant, les fonctions de production à rendement d'échelle décroissant. Maintenant, à part, mis à part donc les rendements d'échelle, il y a ce qu'on appelle la productivité marginale des travailleurs ou bien du capital. C'est-à-dire que quand vous embauchez un travailleur de plus, est-ce que ce travailleur supplémentaire est beaucoup plus productif que les précédents travailleurs? Est-ce que si vous utilisez une machine de plus, est-ce que cette machine supplémentaire est beaucoup plus productive que les précédentes machines? Ah là là, ma connexion déconne. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Allô? Je crois que ma connexion déconne. Est-ce que vous m'entendez?
Et voilà, je suis de retour. Parfait. D'accord. Je pense que je devrais être en train d'expliquer les productivités marginales. OK. Donc, j'expliquais que il y a les rendements d'échelle qui sont à part. Donc, il y a les rendements d'échelle constants, croissants et décroissants. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les productivités. Et je pense que vous connaissez bien ça aussi. C'est que, vous voyez, quand je vais vous mettre peut-être dans des groupes de 2 et que vous commencez à discuter, à échanger, quand je mets une 3e personne, ça pourrait peut-être être avantageux pour vous. Quand je mets une 4e personne, finalement, on ne sait plus trop c'est quoi sa place. Une 5e personne, finalement, sur le même sujet, on n'arrive plus à s'en sortir. Ou comme dans un bureau de, je sais pas, secrétariat vraiment donc de département d'économie, 3 secrétaires utilisent le même ordinateur. Avant, c'était une secrétaire qui avait son ordinateur. Maintenant, après, on a embauché une 2e secrétaire qui utilise le même ordinateur que cette dernière secrétaire. Et on embauche encore une 3e secrétaire et les 3 utilisent le même ordinateur. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que la productivité de la dernière secrétaire qu'on a embauchée est la même que la productivité donc, de la précédente secrétaire? Vous voyez? Et la question maintenant est de savoir si on augmente un seul facteur, on conserve tous les autres facteurs comme constants, et puis on augmente un seul facteur, est-ce que sa productivité va être plus élevée ou plus petite? Et la réponse est que pour les fonctions de production Cobb-Douglas, donc en français Cobb-Douglas, ok, pour ce type de fonction de production, on a les productivités marginales décroissantes. OK. Les productivités sont décroissantes. Donc, quand vous augmentez un facteur de production, la production ne va pas vraiment augmenter. Je veux dire, comment je veux dire, l'unité de production que la dernière unité supplémentaire que vous embauchez fait moins que la précédente. OK? D'accord? Donc, on parle donc de productivité marginale décroissante. Bon, comment on voit la productivité marginale ici? Bon, je n'ai pas envie de vous rentrer dans les calculs. Après tout, ça ne sera pas utile. Mais comprenez qu'il y a 2 types donc, de rendement. Donc, il y a le rendement d'échelle. OK? Et puis, il y a les productivités marginales qui ne sont pas à confondre. Donc, revenons à l'exercice. Donc, on a cette fonction de production y égale à 5 fois k S faisant 1 tiers, L S faisant 2 tiers. Et puis, dans ce pays, on nous dit qu'il y a 20 travailleurs et 10 machines. OK? Donc, ça correspond à quoi? L. OK. Et le 10 correspondrait à? K. Le K, c'est ça. Alors, donc, d'après vous, le Y, c'est, comme on a dit, c'est? Production. La production ou le PIB. Donc, le K? Capital. A, le travail. Parfait. Alors, que mesure le 5 dans cette équation? Le 5 peut représenter quoi? Coefficient. Coefficient. Efficacité. L'efficacité. Ouais, on a entendu, c'est maman a bien répondu. Ça. Donc, quoi d'autre? L'efficacité, quoi d'autre? La productivité. Okay. Ou bien, voilà, c'est ça, la productivité. Donc, la question petit c maintenant, calculer la production par travailleur dans cette économie. Okay. Donc, c'est que dans cette fameuse question, donc petit y, on nous donne ici. Je pense que ça, tout le monde sait le faire, mais je vais le faire encore une fois de plus. On a y qui est 5 k exposant 1 tiers, L exposant 2 tiers.
et on veut calculer le y sur L. Donc, c'est le petit y, ça. Et comme je suis habitué, je sais que ça va me donner 5, bon, un petit k sur un tiers. Bon, je sais que je ne me trompe pas, mais j'espère que vous aussi, vous n'allez pas vous tromper dans vos calculs. Ça va faire 5 fois petit k sur un tiers. D'accord? C'est ça, la production par travailleur. Calculer la production par travailleur dans cette économie. OK? Donc, petit k, c'est vraiment grand K sur, petit L, sur grand L. Hein. Donc, ça fait combien normalement? Ça fait combien? Petit k, c'est combien? J'ai besoin de vous, s'il vous plaît. C'est quoi ce qui serait sa valeur? C'est 10 sur 20, exposant un tiers. Ça fait 0,5. Donc, petit y, ça va faire 5 fois 0,5 exposant un tiers. OK, donc vous calculez ça à la calculette et vous aurez les résultats. Je sais pas, ça doit être calculé ici. Voilà, donc ça va être 3,97. OK. Maintenant, le petit d, calculer la production par travailleur si le nombre. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que vu que vous allez répondre par QCM, si un exercice comme ça vient, c'est que dans les réponses, on va vous donner 3,97, on va vous donner 3,79, on va vous donner 0,97, 0,79, et puis, voilà, quelle est la bonne réponse? Donc, vous voyez que vous êtes obligé forcément de calculer ça sur brouillon, quoique on ne va pas calculer, mais c'est la bonne réponse seulement que vous allez choisir, quoi. Oui. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, en fait, vous pouvez revenir sur la formule précédente. S'il vous plaît, me détailler comment vous l'avez trouvée. Ici? Celle avec... Oui, oui, s'il vous plaît. C'est qui m'a posé la question? La question, c'est que, s'il vous plaît, j'aimerais bien que Lydia. vous... Okay. C'est Oui, parfait. Parce qu'aujourd'hui, Lydia, ah oui, aujourd'hui, vous avez fermé votre caméra totalement. Oui. Ouais. Mais j'ai le visage. Tant mieux. Je vais le faire. Voilà. Parfait. Alors, donc, peut-être qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas aussi suivi. Ça va les aider en même temps. Donc, ça fait 5 fois K. Effectivement, arrêtez-moi quand je fais des choses comme ça. Quand je suppose que ce n'est pas vrai. Donc, de revenir tout doucement. Donc, ça, c'est ce calcul-là. Donc, je vais d'abord regrouper les L. Soit je ramène ce 2 tiers en bas. Donc, c'est comme ça. Ça fait 5 K exposant 1 tiers. Et puis, quand je vais ramener ce 2 tiers en bas pour le mettre à côté de l'autre, ça fait moins 2 tiers. Et puis maintenant, L fois L moins 2 tiers, ça fait L exposant 1 moins 2 tiers. OK? Donc, 1 moins 2 tiers, en fait, ça fait 1 tiers. 1 tiers. Ce qui fait que j'ai K souvent 1 tiers, L souvent 1 tiers, donc je vais mettre les deux. Je vais passer. Voilà. Donc, finalement, le petit Y va me donner 5 K sur L exposant 1 tiers, parce que c'est le même exposant. Okay. Bon, c'est K sur L qui est petit k. Donc, on nous a donné grand K qui est 10, grand L qui est 20. Donc, finalement, ça me donne ça.
Bon, vous pouvez l'écrire autrement comme ça. 5 fois petit k souvent 1 tiers. S'il vous plaît, Oui. si on laisse la formule comme celle de petit y est égal à 5 fois k sur L 1 tiers, est-ce que c'est faux? Non, mais C'est pas faux. non, Comme... c'est pas faux. Maintenant, si la question était donc de l'exprimer en fonction de petit k, bon. Là, c'est autre chose. Oui, là, il faut écrire petit k. D'accord. Si mais dans l'exercice qu'on a actuellement, on avait besoin de calculer cela. Donc, on peut laisser juste ici. OK, d'accord. Merci beaucoup. Merci. C'est bon, Sandrine, je peux cacher l'écran? Oui, Sandrine, je peux passer? OK, c'est parfait. Alors, donc, la question qui suit, c'est de calculer la production par travailleur si le nombre de machines passe à 20, okay? Puis à 30. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Okay? Là, on suppose que le travailleur sont constants et puis on va faire bouger le nombre de machines. Donc, de 10 à 20, puis à 30. Alors, donc, cette fois-ci, le Y maintenant va être 5 fois 20 divisé par 20, exposant 1 tiers. Et ça va faire 5. Alors qu'ici, c'est 3,97. Maintenant, c'est devenu 5. On a augmenté le capital de 10. C'est devenu 5. Après, on va augmenter donc le capital à 30. Ça va donner combien? 3 sur 2, ça fait 1,5 et 0,33. Je ne peux pas calculer. Ça donne combien? C'est environ 5,72. 5,72. Puis vous allez voir ce qui va se passer. J'espère que la question est posée. OK. Quelle propriété de la technologie de production apparaît? Là, j'ai besoin de vous. Vous n'êtes pas obligé de trouver la bonne réponse, mais lancez-vous. On a ça, puis ça, puis ça. Quelle propriété de la fonction de production qui apparaît ici? C'est les rendements marginaux décroissants. Rendements marginaux décroissants. OK. Quelqu'un d'autre pense quoi? Bon. Pourquoi d'abord? Parce que quand on passe de 10 à 20, il y a une grande augmentation de la production. Mais après, de 20 à 30, ça augmente toujours, mais un petit peu moins que la production d'avant. Exact. Est-ce que tout le monde partage le même avis? Oui. OK. C'est parfait. Moi aussi, je partage cet avis que Nour, parce que de 3,97 à 5, il y a quand même une augmentation de plus que 1, quelque chose. Et là, d'ici à ça, c'est 0,72, alors que c'est la même augmentation de la quantité du capital. Okay? C'est simplement parce que il y a ceci. Je vais effacer ça. Et puis, je vais tracer la courbe de production. Vous allez voir en fait comment est-ce qu'elle est. Vous voyez comment la courbe de production est. C'est que elle est, vous voyez ça, c'est qu'elle monte ici. C'est-à-dire que la pente est forte. Et puis, à un moment donné, elle se redresse un peu jusqu'à ce qu'elle soit... Voyez, la pente est forte au départ. Après, ça se redresse. Après, ça se redresse. Donc, ça explique vraiment le fait que quand vous êtes au début de quelque chose, vous croissez rapidement. Mais quand vous arrivez
à un moment donné, il y a comme saturation, on croit moins. Et ça traduit aussi le fait que, effectivement, les rendements marginaux sont décroissants. Mais regardez ici, je vais prendre, je vais supposer, soit c'est le capital, soit c'est le travail, n'importe quoi. Mais je vais supposer qu'on est ici, par exemple, de 10 à 20. Et puis ici, je vais supposer 30, 50 à 60. OK? Donc, c'est toujours la même augmentation de 10. Et puis, je vais voir quel effet ça aura sur la production. OK? Ça, c'est la production. Vous voyez? Donc, quand vous quittez de 10 à 20, la production va augmenter de cette quantité. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? OK. Maintenant, quand vous quittez de 50 à 60, oups. Ça. Puis ici, ça. Je sais que vous voyez déjà un peu près. Donc, la production augmente comme très faiblement parce que la pente est très, très courbe, en fait, beaucoup plus courbée. Elle n'est plus vraiment élevée. Donc, c'est cette courbe de production concave qui se traduit vraiment dans le calcul qu'on vient de faire. D'accord? Parfait. Alors, le petit E nous dit calculer la production si le nombre de travailleurs et le nombre de machines sont multipliés par 2. Voilà, on va calculer un peu. Je vais avoir besoin de votre attention. Donc là, c'est que le Y, c'était 5. Bon. Okay. 5 fois K est sous un tiers, L est sous un 2 tiers. Okay. On va se retrouver comme on est dans un cas où K est égal à 10, L égale à 20. Okay. On avait calculé Y, on avait trouvé combien? 3,97. Et j'aimerais que vous calculez ça pour moi. Donc, on va trouver... excusez-moi. C'est pas le petit Y. C'est quoi la question qui est posée? C'est pas le grand Y qu'on avait calculé, c'est le petit Y. Calculer la production. Ok, ici c'est la production par travail, ici c'est la production. Donc, ce qu'on avait fait avant, c'était pas petit Y. Recalculons, pardon. Excusez-moi. Le 3,97, c'est pas le grand Y. Okay. Donc, calculez avec moi 5 fois 10 est sous un tiers fois L est sous un, non, 20. 20 sous un 2 tiers. On va voir combien ça donne. « 79,37. » Confiance. 79,37. Je vais nous mettre ça comme ça. Parfait. Maintenant, la deuxième option, c'est que on nous dit que le capital a doublé. En fait, je fais ça comme ça parce que je n'ai pas envie de faire d'abord les calculs mathématiques. Ça peut embrouiller certains, mais je vais faire les calculs numériques. On va les voir et puis on va aller faire donc, les calculs mathématiques pour comprendre. Donc, ça fait... le capital, ça fait 20. Et puis le travail, ça fait 40. Donc, le Y, ça va faire 5. Je vais mettre Y prime. 5 fois 20 sous un tiers fois 40, c'est sous un 2 tiers. Ça va donner 188,64. Enfin, juste pas. 158,74. 158. C'est pas 88. Autant pour moi. 74, c'est là, 74. Ouais.
En fait, je sais que ça va donner le double de ça, en fait. Donc, je ne faisais que calculer le double de ça. Donc, effectivement, vous voyez, ça donne le double de ça. Donc, la question qui est posée, c'est quelle propriété vraiment donc de la fonction de production qui apparaît. Et je pense que tout le monde le voit. Ce sont les rendements d'échelle constants. Donc, on a doublé les facteurs de production. C'est important, hein, qu'il faut savoir qu'il faut doubler tous les facteurs. Il ne faut pas juste doubler un seul facteur, comme dans le cas précédent. Quand vous doublez un seul facteur, ce n'est pas les rendements d'échelle. Okay? C'est les rendements marginaux. Okay? Donc, ici, c'est les rendements d'échelle constants. Alors, donc, pour vous mettre dans le même bain que le corrigé, parce que le corrigé présente vraiment le cadre général. Il n'a pas pris 10, 20, ni 20, 40 comme ça, mais on vous donne Y qui est égal à 5 fois K, 1 sous 1 tiers, L sous 1 2 tiers. Alors, ce que vous savez, c'est que le nouveau Y, lui, il va être comme 2 fois K, sous 1 tiers, fois 2 fois L, et sous 1 et sous 1 2 tiers. OK. Alors, c'est des propriétés mathématiques qu'il faut juste utiliser ici. Ne vous affolez pas, ne vous stressez pas. Donc, ça fait 2 fois 1 tiers. C'est-à-dire que vous élevez tout ça à 1 tiers. Donc, ça fait 2 fois 1 tiers. K fois 1 tiers. Et puis, le 2 ici aussi va être élevé à la puissance 2 tiers. 2 sous 1 2 tiers fois L sous 1 2 tiers. C'est juste ça. Et puis après, vous regroupez les chiffres. OK. Vous mettez les chiffres à part et puis les formules à part. Donc, quand vous mettez ces chiffres, 2 est sous 1 tiers et 2 est sous 1 2 tiers, fois 5 fois K est sous 1 tiers, L est sous 1 2 tiers. Donc, ça déjà, ça fait 2, non? 2 est sous 1 tiers et 2 est sous 1 2 tiers. Ça va faire 2 sous 1. OK? Fois ça, vous connaissez, ce n'est rien d'autre que l'ancien Y. OK? Donc, je sais que, bon, il y en a qui comprennent ce que je raconte là, mais si quelque chose, vous avez loupé quelque chose, dites-le moi, parce que parfois je peux trouver trop simple les calculs, mais ce n'est pas simple non plus. Hein. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans ce que j'ai présenté? OK. Je pense que c'est clair pour tout le monde. OK. Alors, donc, finalement, donc, de manière générale, mathématiquement, car on arrive à démontrer aussi que le Y, la nouvelle valeur donc, de la production est égale à 2 fois la valeur de la production initiale si on double tous les facteurs. C'est de la même manière, si on triple aussi, vous allez voir, si on triple, vous allez voir que 3 va rester ici, 3 va rester ici, ensuite ça va faire 3 ici, ça va faire 3 fois Y. Donc, la définition même, pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est à cause que c'est 1 tiers plus 2 tiers donne 1. Par définition, on a mis les exposants sur le capital, la somme des exposants donne 1, ce qui fait que quand vous allez multiplier par n'importe quel chiffre qui est à côté du capital et le même chiffre à côté du travail, ça va finir par sortir en unité, en exposant 1. C'est ça. Donc, par définition de la fonction de production Cobb-Douglas, ce sont des fonctions à rendement d'échelle constant. OK? Voilà. Si vous comprenez ça comme ça, c'est très bien. Mais si vous comprenez ça comme ça, c'est encore mieux. Enfin, c'est juste que vous avez l'esprit mathématique. Quoi. Mais ça, c'est déjà ce qui est plus important, de comprendre l'intuition. Parce qu'ici, on ne va pas vous mesurer par rapport à votre connaissance mathématique, mais c'est l'intuition. Okay? Alors, on retourne. Je pense que c'est tout. Donc, vous avez le corrigé également que vous pouvez fouetter et tout. Voilà. Bon, c'est vrai que on va peut-être détailler, mais
C'est aussi clair quand même ici. Alors, on va regarder maintenant la question donc, de l'épargne et puis de la dépréciation. On va regarder comment est-ce que ça peut être mesuré. D'accord? Alors, évaluons une économie où le taux de dépréciation du capital est de 20% et le taux d'épargne est de 10%. Donc, soit Y, la production par travailleur, et petit k, le stock de capital par travailleur. Donc, exactement comme dans l'économie qu'on a étudié tantôt. Sauf qu'on nous donne la valeur donc, de l'épargne, c'est 10%. Le petit d, c'est 20%. Donc, petit s, c'est 10%, petit d, 20%. Petit a, expliquer en fonction de petit y, non, exprimer en fonction de petit y et petit k, la valeur du capital par travailleur créé chaque année. Donc, la valeur créée et la valeur du capital par travailleur détruit tous les ans. Bon, je sais que vous le savez. Donc, la valeur du capital créé, c'est petit s fois y. OK? Et la valeur du capital détruit, donc déprécié, pour ne pas déprécier, ça fait petit d fois k. Il faut juste le connaître. Parce que le taux de dépréciation, c'est 10% et c'est 20%. Donc, toute la valeur dépréciée, ça va faire 20% multiplié par la valeur totale du capital. OK? Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non. OK. Le petit b, quelle est la valeur nette du changement du stock de capital par travailleur en fonction de y et k? Donc, ça va faire s fois y moins d fois k. C'est vraiment ça. Donc, pour ceux qui ont une mémoire visuelle plutôt qu'auditive, je vais le faire pour vous. Vous qui avez la mémoire visuelle. Donc, S fois Y moins D fois K. Ça, c'est épargne totale. Et ça, c'est la dépréciation totale. C'est bon, la répétition est pédagogique. Ça, c'est la dépréciation totale. Donc, ici, on connaît notre épargne. Donc, ça fait 0,1 fois Y moins 0,2 fois K. C'est ça la variation du stock de capital. Ça, c'est le capital créé. Et ça, c'est le capital détruit. Donc, ça va faire la variation du stock de capital. Parfait. Le petit c, calculer la valeur nette du changement de stock de capital par travailleur si la production par travailleur est égale à 40 et le stock de capital par travailleur est égal à 10. OK. Là, on s'en va calculer. Hein. On nous donne maintenant la production, petit y, et on nous donne petit k. OK. Donc, allons-y. On va calculer. C'est petit y égale, j'ai la mémoire j'ai oublié déjà, c'est 40. Et petit k égale à 70. Voilà. Donc, ça va faire la variation du stock. Bon, je vais noter ça. État stock. Juste comme ça. Hein. Ça va faire 40 fois 0,1, ça fait 4. Moins 0,2 fois 70, ça fait 14. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Ça fait moins 10. Donc, il y a diminution du capital. OK. Donc là, Leslie, vous voyez qu'on se trouve vraiment à droite donc de l'état stationnaire. Leslie est toujours là?
Ça, c'est le Y. Ça, c'est le S fois Y. Ça, c'est la dépréciation. D fois K. Donc, l'état stationnaire est là. K étoile. Donc, on est vraiment ici. Qui fait que le capital se déprécie. Donc, la dépréciation est plus forte que l'épargne, évidemment. Donc, l'épargne totale, c'est 4. La dépréciation, ça fait 14. Donc, on est vraiment de ce côté. Ce qui fait que... et quand vous voyez bien, c'est un pays riche. Parce que vous voyez bien, le stock de capital est quand même assez élevé. C'est 70 et le PIB est 40. Le PIB est assez faible par rapport au stock de capital. OK. OK. Vous pouvez le corriger qui est là aussi, vous l'avez. D'accord? Donc, dans ce cas, il y a plus de capital détruit que de capital créé. Graphiquement, cela signifie que le stock de capital par travailleur est plus grand que le stock de capital par travailleur à l'état stationnaire. Voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez faire le graphique pour justifier encore cela. Bon, ça, c'était bien avant, quand on faisait les devoirs sur les rabats, les copies. Mais ici, on peut peut-être représenter plusieurs graphiques pour vous et puis choisissez le bon, dans quel côté on se trouve. OK? Alors, petit d, c'est de calculer la valeur nette du changement du stock du capital par travailleur si la production est égale à 50 et le stock de capital par travailleur est égal à 20. Donc, vous voyez ici, le capital est petit, et puis le PIB assez élevé, 50, 20. Donc, on a Y égale à 50, petit k égale à 20. Et on a la variation donc, du stock qui est égale à 0,1 fois Y moins 0,2 fois K. Donc, ça va faire 5 moins 4. Est-ce que j'ai raison? Oui, j'ai raison. Ça fait 1. Donc, il y a une augmentation. On a le PIB, on a l'épargne, on a la dépréciation, on a l'état stationnaire, parce que ça, c'est la dépréciation. Ça, c'est l'épargne. Donc, les deux se croisent ici. Donc, on a l'état stationnaire. Et vu qu'il y a augmentation donc, du stock de capital, c'est qu'on est à gauche de l'état stationnaire. Donc, ça correspondrait à un pays qui est en croissance, un taux de croissance élevé. Donc, c'est ici. La dépréciation, l'épargne est plus élevée. L'épargne est au-dessus de la courbe de la dépréciation. Donc, c'est ça. C'est tout ce que vous connaissez, que j'ai déjà expliqué. OK. Attendez, je pense que ils ont fait une erreur dans le calcul. Là. Ben, le capital. Ah, il y a une autre question, petit e, qui n'est pas dans qui n'est pas ici, mais on demande en fait, je pense que c'est le k égale à 25. OK. Donc, vous prenez le k égale à 25 et que vous faites les calculs, vous allez trouver, ça correspond à une variation nette de capital de 0. OK. Donc, dans ce cas, on est à l'état stationnaire. Il n'y a pas de... On est à l'état stationnaire. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? Je pense qu'il explique bien vraiment le concept donc, de la variation du stock de capital, comment l'épargne peut être un moteur de croissance, mais juste à court terme, pas à long terme. Parce qu'à l'état stationnaire, on tombe dans un gouffre. Okay? Il y a une trappe. OK, c'est parfait. On va faire les 6-4, qui est beaucoup plus
du bavardage. Donc, un ministre recommande d'épargner plus pour augmenter la croissance à long terme. Qu'en pensez-vous? Là, j'aurais besoin de vous pour me donner vos avis et puis on va essayer de discuter là-dessus pour voir voilà, ce qui est correct, ce qui doit être amélioré. D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand le ministre recommande d'épargner plus pour augmenter la croissance à long terme. L'épargne n'est pas un taux de croissance à long terme. Oui. Donc, vous voyez que déjà à partir de ce chapitre, vous pouvez regarder le journal. Si le ministre de l'Économie et des Finances du Canada, et puis il présente un projet pour, je sais pas, un projet pour redresser l'économie après la pandémie, et puis il dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que on va pousser les gens à beaucoup plus épargner et tout, et que ça va permettre vraiment donc d'améliorer la croissance à long terme, qu'il est dit. Et puis, bon, quelqu'un d'autre, je ne sais pas, la partie de l'opposition, donc le bloc québécois, essaie de le contredire en disant, ben non, c'est impossible que l'épargne puisse nous faire sortir vraiment en tout cas, puisse nous garantir un taux de croissance à long terme, parce que ce n'est pas possible. Et donc, vous pouvez dire, ah oui, ce n'est pas possible seulement dans le cadre donc, du modèle de Solow, parce que c'est seulement quand on est dans ce contexte-là, mais dans un autre contexte, oui, c'est possible, si l'épargne va servir peut-être à financer les activités de recherche sur peut-être le vaccin ou d'autres choses, ça peut aider parce qu'on va augmenter la productivité. Okay? Mais je pense que la réponse que vous avez donnée est très bien parce que le contexte se trouve vraiment dans le modèle de Solow. Donc, à vous de dire que l'épargne n'est pas un moteur de croissance à long terme dans le modèle de Solow. C'est important de le préciser dans le modèle de Solow. Okay? Parce que dans un autre contexte, c'est possible. Alors, petit b, expliquez rapidement ce qu'est l'état stationnaire dans le modèle de Solow. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? L'état stationnaire de Solow correspond à quoi? Épargne égale à dépréciation, je crois. Ouais, l'épargne égale à la dépréciation. Ouais. Il n'y a pas à trop philosopher, c'est juste ça. Alors, le petit c, la croissance de l'Allemagne n'a pas été plus rapide que celle d'autres pays européens au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Excusez-moi, je pense que j'ai mal lu. La croissance de l'Allemagne a été plus rapide que celle d'autres pays européens au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Bon, ça c'est... Vous n'êtes pas obligé de trouver la bonne réponse, hein, mais qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait être? Ça pourrait être dû à quoi? À cause de la dépréciation? Par exemple, je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépréciation en Allemagne, c'est ça? Ou... Non, il y avait beaucoup de dépréciation, donc il y avait beaucoup de marge en fait pour avoir un taux de croissance. OK. Il y avait beaucoup donc il y avait beaucoup plus de destruction en Allemagne, donc ce qui fait que de dépréciation. De dépréciation. OK. Est-ce qu'il y a d'autres arguments qui pourraient justifier cela? La productivité. La productivité. Okay. Genre, la productivité en Allemagne est beaucoup plus élevée que la productivité dans les autres pays européens. Oui, ça. Oui, c'est cohérent. Enfin, je suppose que c'est ce que vous voulez dire, que la productivité en Allemagne serait beaucoup plus élevée que la productivité dans les autres pays européens au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça? Mais qu'est-ce que vous pensez encore? Le capital par tête était très bas. Mm-hmm. Je pense que c'est Guylaine. Oui. OK.
Ouais, je pense que ça, c'est la raison la plus plausible. OK. C'est juste que, comme effectivement, donc, à la question donc, du taux de croissance qui n'est pas à confondre donc, avec le PIB, parce que, vous voyez, l'Allemagne a été totalement détruite donc, pendant la guerre, beaucoup saccagée. Donc, ce qui se passe, c'est que ils étaient encore, c'est comme le niveau de capital a été réduit à un niveau plus faible. OK? Donc, eux, ils vont croître plus rapidement que les pays qui ont un niveau de capital qui est encore ici. OK? Donc, le taux de croissance, quand on est ici, est beaucoup plus faible que le taux de croissance quand on est ici. OK? C'est-à-dire que on croît plus rapidement quand on est ici que quand on est ici. OK? Donc, le niveau de capital est faible parce que on les avait réduits à néant. Donc, ça rejoint un peu donc, ce que Daniel aussi disait. On les avait réduits à néant. Donc, ça fait que ils peuvent croître plus rapidement. Donc, petit c, c'est petit c, disons un peu. Pour voir. Donc, la Seconde Guerre mondiale a détruit énormément le capital en Allemagne au sortir de la guerre. Donc, l'Allemagne avait un stock de capital par habitant plus bas que les autres. Voilà. Donc, l'Allemagne croît à un taux plus important car il est plus éloigné de son état stationnaire. Exact. Donc, quand on est encore au début donc, du processus, il y a encore du travail à faire. Vous voyez, quand il y a du travail à faire, on peut le faire rapidement et puis ça augmente. Mais quand on aura tout fini, c'est difficile de trouver quelque chose à faire. C'est vraiment juste l'idée que j'essaie de dire dans les phrases très, très simples. Quand on a tout fait, c'est difficile de trouver de nouvelles choses. Parce qu'ici, on parle en termes de croissance, pas en termes de richesse. OK. Parfait. Donc, le petit D. En vous basant sur les prédictions du modèle de Solow, expliquez l'augmentation du niveau de richesse d'un pays sur le long terme grâce à l'épargne intérieure. Bon, c'est le même blablabla que le petit B, non? C'est la même chose que le petit A à peu près. Mais qu'est-ce que vous... En vous basant sur les prédictions du modèle de Solow, expliquez l'augmentation du niveau de richesse d'un pays sur le long terme grâce à l'épargne intérieure. C'est impossible. OK? C'est-à-dire que d'après le modèle de Solow, il ne peut pas avoir une augmentation du niveau de richesse d'un pays sur le long terme grâce à l'épargne intérieure. C'est-à-dire que l'épargne intérieure ne peut pas être le moteur donc, d'une augmentation de richesse à long terme d'un pays. OK? Parfait. Petit e, pourquoi nos sociétés n'épargnent-elles pas plus? Pourquoi nos sociétés n'épargnent-elles pas plus? Indication, pensez aux bénéfices de court et de long terme de l'épargne. Okay? Pourquoi nos sociétés n'épargnent-elles pas plus? Ça n'a rien à voir avec le court, hein, je pense. Pourquoi est-ce que nous n'épargnons pas beaucoup aujourd'hui, vous et moi? C'est parce que... on est plus formaté à penser à court terme qu'à long terme. Exactement, c'est qu'on veut consommer maintenant. Consommation, parce que l'épargne, c'est quelque chose de long terme, vous épargnez et puis vous allez le recevoir plus tard, alors que Keynes, donc c'est un économiste, il dit à long terme, nous serons tous morts. Donc, à quoi bon donc mettre toute ma richesse pour une période dont je ne suis pas certain de pouvoir vivre? Donc, je vais consommer ça maintenant. C'est un peu donc ce formatage-là. Lisons un peu ce qui est dit ici. On va comparer donc les réponses. Donc, l'épargne dans le Solow conduit à un meilleur niveau de vie dans le futur. Cependant, pour épargner plus aujourd'hui, nous devons renoncer à de la consommation présente. Donc, le choix qui s'offre aux sociétés est donc le suivant. Renoncer à de la consommation aujourd'hui pour consommer plus dans le futur, ou consommer beaucoup aujourd'hui et renoncer à la consommation dans le futur. Le choix dépend donc de notre préférence pour le présent. Et donc, la réponse qui a été donnée, c'est qui m'avait parlé tantôt? Peterson? Oui, c'était moi. OK. Donc, c'est ça. C'est qu'on est formaté vraiment. Donc, notre préférence, c'est qu'on a une forte préférence pour le présent.
OK? Nous avons une forte préférence pour le présent, ce qui fait que, bon, on consomme beaucoup plus que d'épargne. Bon, il y a l'autre raison aussi, c'est parce qu'il y a une certaine sécurité financière à peu près. Hein. Il y a toujours cette possibilité de ne pas mourir de faim dans certains pays, mais dans d'autres, les gens épargnent beaucoup plus. Okay? Par exemple, les pays donc qu'on appelle les dragons d'Asie, donc la Corée du Sud, le Japon, la Chine et tout, ils avaient observé une croissance spectaculaire au début, donc à la fin des années 90, début des années 2000, parce qu'il y avait un taux élevé de l'épargne dans ces pays-là. Okay? Donc, ils avaient beaucoup épargné. Donc, le niveau donc, de l'épargne était vraiment fort élevé par rapport au niveau de la dépréciation. Donc, la croissance a été vraiment très, très rapide. Dans ces pays, on parlait de la croissance en 2 chiffres et tout. Mais eux, ils ont une certaine préférence pour le futur. Ils épargnaient beaucoup plus que les pays occidentaux. OK? Parfait. Alors, petit f, donc la dernière question de notre exercice. Donc, nous voulons modéliser la croissance de l'Alberta. Okay? On suppose que l'Alberta est un petit joueur sur le marché de l'énergie fossile et qu'il dispose de pétrole, donc qui est une ressource naturelle. Et la croissance économique de l'Alberta dépend de ses ventes de pétrole. Les productions de pétrole dépendent de l'extraction de pétrole entreprise par la province et les ventes de pétrole dépendent du prix du pétrole et de la demande du pétrole mondial. Quelles sont les variables endogènes et exogènes pour les décideurs et les entreprises en Alberta? Bon, c'est pour aussi s'amuser parce que ça ne va pas vous demander donner les variables endogènes et exogènes, mais la question est vraiment pour que vous compreniez. Okay? Alors donc, qu'est-ce qui est endogène, qu'est-ce qui est exogène? Je vais recommencer la lecture et puis une fois que j'arrive sur quelque chose, je dirai si c'est endogène ou exogène. OK. On suppose que l'Alberta est un petit joueur sur le marché de l'énergie fossile et qu'il dispose de pétrole, donc ressources naturelles. Donc déjà, l'Alberta peut décider de la quantité de ressources qu'elle veut vraiment produire, la quantité de pétrole qu'elle veut produire. Donc, la production de pétrole est endogène. Okay? Les ventes ne sont pas totalement endogènes parce que ça dépend aussi de la demande. Okay? Donc, les productions de pétrole, donc ça, j'ai dit que c'est endogène. Donc, ça dépend de l'extraction de pétrole entreprise par la province. Ça aussi, c'est endogène. Okay? C'est nous qui décidons. Les ventes de pétrole dépendent du prix du pétrole. Ben, le prix n'est pas endogène. L'Alberta n'est pas... Parce que le prix est déterminé par le marché du pétrole. Donc, le prix n'est pas endogène. Et la demande non plus n'est pas endogène. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Alberta qui décide vraiment de comment les gens vont vouloir acheter vraiment son pétrole. OK? Donc, les dernières variables sont exogènes et les premières variables sont endogènes. Donc, vous pouvez les lire. L'Alberta ne peut influer sur le prix mondial du pétrole ni la demande mondiale. Donc, ces variables sont donc considérées comme exogènes. Cependant, l'Alberta choisit la quantité de pétrole qu'elle décide de produire. Donc, les quantités produites sont endogènes. OK? Donc, quelque chose sur laquelle vous avez une mainmise, sur laquelle vous pouvez contrôler, c'est endogène, mais quand ce n'est pas contrôlable, on suppose que c'est exogène. OK, donc ainsi prend fin donc, la séance d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions pour moi. Moi, j'ai une petite question. Oui. En fait, je l'ai posée dans le chat, mais je pense que vous ne l'avez pas vu. Dans les documents qui sont déposés sur le cours 3, il y a des textes. Est-ce qu'ils sont importants ou sont juste complémentaires? Oui, ce n'est pas important, c'est complémentaire. Ce qui est important, toutes les diapositives, bon, bien sûr les capsules, parce que les capsules vidéo vous expliquent donc les diapositives, et vous devez vraiment nécessairement et obligatoirement parcourir toutes les diapositives, et aussi les fiches d'exercice que je vous présente là sont importantes. Et puis aussi, il y a d'autres examens que vous pourrez trouver, donc il y a l'examen intra de l'année dernière, que vous pouvez aussi faire. Pour les autres, c'est à votre libre choix. Ça dépend de vous. Si vous êtes encore beaucoup plus curieux, vous avez envie de découvrir, vous pouvez les regarder.
pour mieux comprendre certaines notions, par exemple. Attends, il y a aussi... Ok, bienvenue Marilyn. Je ne sais pas si vous l'avez mentionné, mais est-ce que les textes dans les sections des exercices du coup 3 sont importants? Ah ok, c'est la question que je viens de répondre. Ok. Je suis arrivé un peu en retard, alors je me demande si vous prenez les présences des étudiants. Non, je ne vérifie pas la présence, hein, sauf que vous-même, votre acidité va déterminer aussi votre note, c'est sûr. À la fin, c'est toujours vérifié. OK. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous dire donc bonne fin de journée et puis bonne semaine. Lisez les capsules et puis on se revoit le lundi prochain pour continuer. D'accord? Merci beaucoup. Bye bye. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée.